Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez là, monsieur Gilles? Ah, faut que vous ouvriez votre micro. Le souci, Voilà, on n'arrive parfait. pas à me voir, mais enfin, c'est pas très grave. On va pouvoir commencer. Arnaud, est-ce que tu voulais dire, 2 mots ou est-ce que, on commence? Je ne sais pas si tu es là, Arnaud? Tu veux dire 2 mots? Parfait. OK, très bien. Bon, on va commencer parce qu'il est midi 5. Donc bienvenue dans ce Décalab. C'est donc un webinaire, proposé par, l'O3PNA qui est, l'Observatoire des pratiques professionnelles en précarité, qui propose une série de webinaires, à peu près tous les mois avec, des intervenants, d'univers, différents. Aujourd'hui, on a, le plaisir, d'entendre le professeur, Roger Gilles. Donc je vais vous présenter monsieur Gilles, ça a une saveur un peu particulière pour moi puisqu'on collabore quasiment quotidiennement depuis 12 ans maintenant au sein de l'espace éthique, régional de Nouvelle-Aquitaine, le site, de Poitiers. Donc vous êtes, professeur émérite, de neurologie, doyen honoraire de la faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers. Vous avez eu 2 mandats successifs à cette, place, de doyen de la faculté de médecine et puis surtout depuis 12 ans, vous êtes, directeur de l'espace de réflexion éthique, d'abord Poitou-Charentes et au moment où les régions ont été redessinées, directeur du site picto-charentais de l'espace de réflexion éthique, Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est, sur cette, fonction que nous collaborons. Donc aujourd'hui, on vous a proposé, un exercice assez libre, de nous parler, de la précarité entre vulnérabilité au pluriel et résilience. Donc, derrière l'écran, nous avons, des équipes, qui au quotidien accompagnent, des personnes en situation de précarité, que ce soit sur, un aspect, soins ou un aspect accompagnement social ou bien évidemment, les 2 puisque dans ces situations-là, le regard global, est très important. Donc je vais vous laisser la parole pendant, 35 minutes à peu près, 40 minutes et puis ensuite il y aura une session où on va pouvoir ouvrir les micros. Donc les personnes qui le souhaitent, qui souhaitent intervenir, vous levez la main avec la petite touche, lever la main et puis, on vous activera, micro et caméra que vous pourrez ouvrir et donc, pouvoir, intervenir soit avec, un témoignage, une question, une observation. Donc voilà pour les règles du jeu, les présentations. Monsieur Gilles, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Oui, merci Mélianie, bonjour. Veuillez d'abord excuser cette étiquette de président du conseil éthique qui est circonstancielle et qui ne concerne que France Alzheimer, mais j'ai éprouvé durement la difficulté d'être autonome avec Teams, puisque je suis sous tutelle de Teams qui me demande l'autorisation de l'administrateur pour changer et mettre mon nom tout simplement, mais hélas, voilà, nous ne sommes même plus maîtres de nous-mêmes. Voilà, vulnérabilité, précarité, résilience. Alors, les énoncés dans cet ordre semblent indiquer une réalité qui concerne et le temps et l'espace. Vulnérabilité, précarité, résilience, donc un avant, la vulnérabilité qui sonne comme une menace, un risque, un présage, mais aussi comme un enfermement. Et après, et un après,
qui pourrait être un futur possible, quoique incertain, mais aussi un cheminement escarpé, difficile. Certes, ces mots qui se sont largement répandus dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, à tel point qu'on les a qualifiés de mots éponges, peuvent apparaître banals, voire affadis par une large utilisation. Toutefois, la consultation du plus grand moteur de recherche qui s'appelle Base, quand on fait une recherche sur ce moteur, on constate qu'il y a 60 fois plus d'occurrences associées, vulnérabilité, résilience, on les trouve près de 10 000 fois associées, que précarité, résilience, à peine 150 fois. Alors, ce constat témoignerait-il d'un lien structurel entre vulnérabilité et précarité, alors qu'entre précarité et résilience, ce serait surtout, mon Dieu, plutôt conjoncturel? Il faut souligner d'ailleurs qu'en remplaçant le terme de résilience par le terme de coping, c'est-à-dire ce terme anglais que vous connaissez bien, qui veut dire affronter, s'adapter, je pensais trouver une différence. Eh bien non, la distinction ne s'efface pas. Au contraire, elle se maintient. Peu de lien entre précarité et coping, comme entre précarité et résilience. C'est pourquoi il n'est peut-être pas inutile de creuser ces concepts pour tenter de mieux cerner leurs interactions et leurs enjeux éthiques. Je n'insisterai pas, il est très connu, sur le rapport Wresinski de 87, grande pauvreté et précarité économique. Dans ce rapport, il va être donné une définition de la précarité, je la ferai très brève: absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi, etc., conduisant à la grande pauvreté, etc., etc. Alors, il n'est sans doute pas inutile, effectivement, d'abord de souligner que dans ce rapport fondateur, la précarité se limite à la précarité économique et sociale. C'est vrai que la précarité de santé induit volontiers une précarité économique et sociale, mais il faut maintenant revenir d'abord sur le concept de vulnérabilité. Alors, comment définir ce qui est vulnérable, c'est-à-dire étymologiquement ce qui peut être blessé? Tout être humain, toute vie humaine, toute vie en général, est exposée à la maladie, à l'accident, à la mort. Et même Achille que sa mère, la nymphe marine Thétis, avait plongé dans l'eau du Styx, je rappelle que c'est l'un des fleuves des enfers, pour les rendre invulnérables, même Achille, que sa mère dut tenir par le talon en le plongeant dans l'eau, eut là, dans ce talon, son lieu de vulnérabilité. Elle avait beau être nymphe, elle n'avait pas pensé à changer de pied pour que les deux talons soient immergés. Et c'est effectivement au niveau de ce talon qu'atteint par une flèche sous les murailles de la ville de Troie, Achille mourut. Il y a ainsi une vulnérabilité que nous partageons tous, que l'on peut appeler ordinaire, celle de tout être humain, de tout être vivant. Une vulnérabilité que on peut appeler ontique, c'est-à-dire qui concerne l'être humain dans sa concrétude, qui l'expose aux risques de maladie, d'accidents, de faillite aussi économique et sociale. En somme, une vulnérabilité coextensive à la vie, à ses aléas, à la finitude. C'est en quelque sorte une vulnérabilité en puissance, une vulnérabilité potentielle. Et là, nous constatons effectivement que cette vulnérabilité est d'autant plus menaçante qu'il existe des facteurs de risque sociaux, certains métiers, la pauvreté, l'isolement, ou des facteurs de risque endogènes, l'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète, etc. Enfin, tout cela avait conduit le Comité international de bioéthique de l'UNESCO à écrire que la vulnérabilité est inhérente à la condition humaine et donc vivre, c'est toujours expérimenter notre vulnérabilité. Et puis à côté de cette vulnérabilité potentielle, il y a une vulnérabilité en acte.
Et la vulnérabilité en acte, c'est en quelque sorte la transformation d'un risque en un état. Et souvent, nous confondons ces deux aspects. Le CREDOC, qui est, vous le savez, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, a répertorié 6 causes de vulnérabilité. Je ne vais pas vous les énoncer, on peut facilement les retrouver: la pauvreté monétaire, le handicap, la relégation territoriale, l'isolement social, la précarité professionnelle, le mal-logement. Ces 6 causes, en fait, englobent un nombre considérable de situations qui s'organisent au fond entre deux grands pôles de vulnérabilité, le pôle sanitaire et le pôle social. Les vulnérabilités de l'un et l'autre pôle pouvant maintes fois s'intriquer. On voit ainsi les liens étroits qui se tissent entre vulnérabilité et précarité, si bien que la question qui se pose est bien celle de savoir comment s'opère ce glissement d'un concept à l'autre, de la vulnérabilité à la précarité, car on peut être pauvre, on peut être mal logé, mais est-on pour autant précaire? Le latin précor renvoie à prier, supplier, ou encore demander quelque chose en priant, tandis que précarius, précaire, renvoie à obtenu par la prière, donné par complaisance. Et ce qui est obtenu par complaisance se distingue de ce qui est obtenu par dette, ce que l'on reçoit comme un dû. Et ce que l'on reçoit par complaisance, ce que reçoit la personne précaire, est en même temps ce qui est mal assuré, passager, éphémère. En somme, la précarité de la précarité ou la précarité de l'assistance à la précarité. Ainsi, la précarité est en fait la rencontre de deux courants. Un courant ascendant qui est celui de la demande et un courant descendant qui est celui de l'octroi. Ce qui veut dire que ce qui est demandé et reçu ne procède pas de l'exercice d'un droit et n'a pas vocation, ou plutôt n'a pas obligation à être durable. On peut ainsi constater que la précarité ajoute à la passivité de la vulnérabilité la dimension d'une prise de conscience. Et cette prise de conscience n'est pas toujours présente dans la vulnérabilité, donc d'une souffrance explicite qui induit une demande aidez-moi. Être précaire, c'est à la fois être vulnérable, mais c'est aussi quêter l'aide nécessaire pour atténuer et contrôler la vulnérabilité. Alors, réfléchissons à quelques-uns de ces facteurs qui irisent le terme de vulnérabilité. D'abord, il faut, me semble-t-il, accorder une certaine attention au lien entre la précarité et la temporalité. Et précaires ceux dont l'avenir, la durée ne sont pas assurés, disait d'Aubigné. La stabilité aussi. Alors la loi, elle répond ainsi par un souci de temporalité. Oui, le terme est non équivoque, permanence d'accès aux soins. Au carrefour du temps vécu et du temps réel, le temps est perçu comme le lieu d'exercice de la liberté, le lieu où se nouent toutes les séquences signifiantes de la vie d'un homme. L'enjeu éthique de la précarité tient à cette amputation de pouvoir imaginer le futur pour y incorporer un projet de vie et pour l'inscrire dans un récit. La personne précaire est ainsi livrée à une temporalité subie qui entrave sa puissance d'agir et la rejette sur le versant du pâtir. Pâtir ou agir, voilà les deux flux opposés qui régissent toute vie humaine. L'enjeu en termes d'adaptation et de résilience tient entre la tension entre le passé négatif, le présent fataliste, d'une part, et d'autre part, le présent hédoniste,
avec la capacité à prendre des risques et le futur qui devrait être un objet de planification. Quelques mots maintenant sur l'irisation de ce concept de précarité autour de précarité et société. La loi visant la précarité engage la société tout entière, car l'être humain est un être politique, ce qui veut dire vivant en société. Car la vie sociale est d'abord la vie familiale, qui inscrit l'être humain dans son parcours d'humanisation, crée ainsi une interdépendance. La société constitue l'être humain et l'être humain constitue la société dans un pacte réciproque. C'est ce pacte que Spinoza nommait le pacte social, car pour vivre dans la sécurité et le mieux possible, disait-il, les hommes ont dû nécessairement aspirer à s'unir. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la vie humaine est encadrée en quelque sorte par la société. L'être humain doit obéir aux lois, mais la société contracte à son égard des devoirs. Elle est garante de sa dignité, de l'égale dignité de tous les êtres humains. Une société égalitaire doit permettre à ses membres de satisfaire ses besoins fondamentaux, assurer sa subsistance et celle de sa famille, être logé, pouvoir s'habiller, se soigner, être formé. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen a précisé en 1948 que tout membre de la société a droit à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé en 1945, les lois qui ont, les ordonnances plutôt, puisqu'elles ne sont pas passées par le Parlement, qui ont créé la sécurité sociale. Soulignons que cette sécurité sociale ne s'est pas appelée sécurité sanitaire. On soigne la santé pour que l'homme puisse avoir une vie sociale digne. Et souvent, nous avons oublié, nous faisons un amalgame complet entre sécurité sociale et santé, ce qui est exact, mais qui montre que la préoccupation en termes de philosophie politique était d'assurer à chacun la dignité d'une vie assumé. L'accès aux soins n'est donc qu'un élément de ce puzzle inclusif qui rejoint le souci éthique de la temporalité en permettant de débarrasser les travailleurs. Et c'est le but de la Sécu, de l'incertitude du lendemain. Car c'est cette incertitude qui menace la liberté, l'égalité, c'est-à-dire au fond l'égale dignité de tout être humain. Insécurité, incertitude du lendemain, en quoi cette menace est-elle éthiquement inacceptable? L'avenir pourtant n'appartient pas à l'homme, nul n'est sûr du lendemain. Cette incertitude laisse l'être humain livré à tout instant à la maladie subite, à l'accident. Mais cette incertitude coextensive à la vie elle-même est d'un tout autre ordre que la capacité et le besoin de l'être humain d'avoir aussi une représentation du lendemain, de considérer ces lendemains comme possibles et habités par des projets. Il ne s'agit pas là de la certitude de vivre, mais d'avoir la possibilité de vivre et de voir satisfaits ses besoins fondamentaux et ceux de sa famille. Elle implique un engagement sociétal déployé au nom de la justice distributive, celle-là même qui a pour mission de remédier aux inégalités sociales, tant en termes de revenus qu'en termes d'accès à la santé. Mais la question éthique est aussi celle de savoir s'il peut exister une liberté sans sécurité. C'est ce sujet que proposait le bac de philo de 2016. La liberté est-elle dépendante de la sécurité? De ce terme, lui aussi polysémique,
le sens qui nous retient dans le cas de la précarité est l'insécurité sociale. L'insécurité sociale, vous le voyez, posée là comme un curieux antonyme, un contraire de la sécurité sociale. L'insécurité sociale est donc tout à la fois un échec de la justice distributive et un échec de l'exercice de la liberté d'être et d'être au monde. Dans cette irisation du concept, quelques mots brefs sur les liens entre, ou la diffusion, la réfraction entre la précarité et l'instabilité. L'instabilité, elle fait corps avec l'insécurité, car elle rompt l'équilibre. Elle n'est pas le mouvement qui stimule, provoque, organise la vie d'étape en étape. Elle est au contraire subie par l'être humain qui ne peut plus tenir la barre dans la tempête de la vie. Dans la réalisation d'une vie, l'instabilité de l'emploi est une épreuve majeure pour l'individu et sa famille. Elle le disqualifie comme sujet comptable de s'acquitter du coût de la vie en société, qu'il s'agisse du logement, de la nourriture, de la santé. Alors, le libéralisme économique d'Adam Smith pointe le souci et le découragement liés à la discontinuité du travail et autant la tranquillité d'esprit qui est représentée comme une condition essentielle du bonheur mise à mal par la précarité, c'est-à-dire le caractère intermittent de l'emploi. Ainsi, prône-t-il ce libéralisme économique, un sursalaire compensateur et pour permettre la subsistance et pour permettre de remédier à l'anxiété du lendemain et du découragement. Alors les sociétés, vous le voyez, elles inventent des protections. Oui, comme la titularisation à vie des fonctionnaires, les contrats à durée indéterminée, l'indemnisation du chômage, qui vient au secours d'une instabilité subie. Mais la proposition du sursalaire pour emploi précaire d'Adam Smith reste d'actualité. A-t-on oublié que l'Assemblée nationale a voté dans la nuit du 26 au 27 mai 2019 une prime pour les fonctionnaires qui devront être embauchés pour un CDD inférieur à 1 an. Emploi précaire, donc sur salaire. Et ça devrait concerner 10% du salaire annuel. Rappelons qu'en début d'année, le MEDEF avait aussi avancé cette proposition pour contrer ce que le président de la République avait appelé le bonus-malus. Alors voilà, une justice commutative, partagée avec sa main invisible, est insuffisante en fait pour permettre la stabilité qui ainsi requiert des protections spécifiques, des interventions spécifiques. Passons maintenant rapidement au lien entre précarité et fragilité. Certes, on peut considérer que toute vie est fragile et vulnérable. Elle peut donc être blessée, la vulnérabilité, elle peut être cassée, c'est la fragilité. Donc toute vie, nous l'avons dit, est par essence précaire. Avec ce paradoxe que la vie est reçue sans l'avoir demandé et que la vie n'existe biologiquement que par la mort qui la vaincra. Éphémère, la vie est soumise aux aléas venus du dedans ou du dehors et qui la mettent à l'épreuve, altèrent cet état d'épanouissement que l'on appelle la santé, malmenée par des accidents ou des maladies, d'où la mort peut surgir. La vie est ainsi précaire dans tous les sens du terme, car elle est octroyée, fragile, vulnérable, promise après un temps limité, plus ou moins limité à la mort. La vie n'est pas biologiquement un droit. La vie est un pouvoir-être sans cesse remis en question.
Alors dès lors, est-il possible d'exciper d'un droit à la santé? Si la vie n'est pas biologiquement un droit, la santé n'est pas biologiquement un droit. L'être humain est constitutionnellement fragile, mais non de manière uniforme, en fonction de son patrimoine génétique, des conditions épigénétiques qui ont présidé à son développement, du milieu naturel dans lequel il vit. L'inégalité biologique est le lot de l'humanité. La nature ne connaît pas la justice. Or, la mission même d'une société n'est pas d'effacer ces inégalités structurelles, mais d'assurer une égalité d'accès à la prévention et aux soins de manière à remédier ou à compenser ce qui est remédiable ou compensable. La couverture maladie et accident en font partie, mais on peut y ajouter bien d'autres actions dites de santé publique comme le dépistage organisé de certains cancers, les campagnes de vaccination. Mais il s'en faut néanmoins que ces inégalités structurelles laissent à tous les citoyens, à tous les humains, le droit aux mêmes chances. La sécurité sociale laisse place, en plus pour certains risques, à des mutuelles inégalitaires. On se défait sur elles, elles vont augmenter de 6% l'an prochain et frapper tout le monde. Ne parlons pas des soins dentaires, des prothèses. La baisse de la démographie médicale, elle frappe surtout les territoires ruraux. En somme, des précarités sociales et géographiques demeurent à nos portes. Ce déficit dans la remédiation aux inégalités structurelles de la vie est encore amplifié, bien sûr, pour les populations migrantes, même si certaines d'entre elles viennent en France pour obtenir seulement des soins qu'elles ne peuvent pas recevoir dans leur pays. Les migrants sont déjà des personnes précaires qui quittent en s'exilant une moindre précarité. Elles passent ainsi d'une précarité ordinaire devenue insupportable à une précarité qui devient un défi pour le pays d'accueil, vécu par les migrants comme une solution, un expédient à leur précarité. Alors sur un plan éthique, l'accueil des migrants dans le système de santé relève à la fois du principe de bienfaisance et déontologiquement du respect de la dignité de la personne humaine. Mais paradoxalement, ces principes entrent en tension avec des réalités apparemment triviales, mais qui aujourd'hui montrent les limites de l'application de principes éthiques. Il s'agit du coût financier du système de santé qui a depuis longtemps quitté le chemin de la charité pour celui de la solidarité, surtout d'ailleurs dans une société qui n'a pas résolu ses propres problèmes internes de précarité. On touche là sans doute au défi majeur posé par la société, celui des limites d'une justice distributive à l'égard des citoyens et d'une justice contributive à l'égard des migrants et que l'État ne peut aborder qu'en puisant dans la richesse de tous les citoyens. Le problème posé à la prise en charge de la santé est bien celui de la part qui revient au bénévolat en termes de ressources humaines et de moyens financiers, et la part qui doit relever de la puissance publique, c'est-à-dire de tous les citoyens. Alors, après avoir tenté de cerner ces deux termes de vulnérabilité, de résilience et leur irisation conceptuelle, comment passer de la précarité à la résilience? La lutte contre la précarité ne peut-elle toutefois que s'inscrire dans le champ circulaire, répétitif de la demande et de l'assistance? La précarité couvre des situations si diverses qu'il n'est pas possible de répondre, bien sûr, de manière schématique à un tel questionnement, mais en restant dans les lisières de la complexité, il est sans doute possible, me semble-t-il, de distinguer deux grands types d'assistance. Le premier type d'assistance pourrait être qualifié de structurel. Il s'agit des réponses qu'une société souhaite apporter de manière pérenne à toutes et à tous pour prévenir les précarités,
liées à la vulnérabilité inégalitaire de la condition humaine. Alors l'exemple typique est la sécurité sociale, mais il y en a d'autres comme les lois qui constituent le droit du travail. Mais il y a un second type d'assistance qu'on peut qualifier de conjoncturelle. Il concerne des situations de crise qui n'appellent pas d'assistance pérenne, sauf à enquister le sujet dans l'échec et la dépendance. Ce sont ces situations qui appellent moins, me semble-t-il, à une assistance qu'à un accompagnement où devraient agir deux courants synergiques. L'un de ces courants, venu de l'accompagnateur, est le souci, non pas seulement d'assister, mais de promouvoir l'autonomie. L'empowerment, ce qui veut dire la puissance d'agir du sujet précaire, et l'on peut à ce sujet rappeler les liens étroits que faisaient Beauchamp et Childress entre l'autonomie et la dignité de la personne humaine. On ne devient digne qu'en retrouvant une puissance d'agir. L'autre courant vient du sujet en situation de précarité et qui, au-delà de la réception passive des secours auxquels il a le droit, puise dans ses propres ressources, soit l'affrontement de la situation, ce que les anglo-saxons appellent le coping, en somme le contraire de la résignation, soit la résilience, qui n'est pas seulement affronter, mais surmonter, rejaillir, rebondir, s'épanouir en dépit d'eux. Poil de carotte, enfant maltraité, David Copperfield, orphelin de père, maltraité par son parâtre, puis orphelin de mère, maltraité à l'école et par son employeur, ont tous deux résisté à l'adversité et ont pu choisir la vie qu'ils voulaient mener sans sombrer dans la misère ni dans la délinquance, et ils sont devenus des modèles de résilience. Car les précarités ne sont pas que des privations quantitatives de biens, de santé, de situations sociales. Elles tiennent aussi et surtout à l'atteinte que nous ne devons pas entretenir de ce qu'Amartya Sen appelait les capabilités, c'est-à-dire la capacité d'exercer librement des choix de vie, de se prendre en main, de s'occuper de sa santé, de s'organiser, d'aller venir, de redonner du sens à la vie. On ne peut agir réellement sur les précarités qu'en recherchant obstinément, sans relâche, comment promouvoir le développement personnel, le goût de l'autonomie, l'estime de soi. Mais oui, comment ne pas réaliser l'ampleur des tâches, tant sont si divers et complexes les chemins qui peuvent mener à la précarité. Alors favoriser le coping, favoriser la résilience ne peuvent se concevoir sans une attention portée aux capacités des personnes précaires. Sitôt qu'on refuse de les confiner dans la passivité de l'assistance qui les enferme, qui les enclôt dans leur vulnérabilité, devenue en fait une discrimination dont l'assistance est la bonne conscience. C'est là où intervient le poids de la parole, de l'écoute, de la narration du récit. La résilience, écrivait Boris Cyrulnik, est à la fois un travail biologique, affectif et socio-culturel. Les deux principaux facteurs de risque sont l'isolement et le non-sens. On ne peut pas assister sans être préoccupé aussi par la remédiation à ces deux cristallisations d'échecs, l'isolement et le non-sens. Pour éviter l'isolement, il faut créer des lieux de parole, de rencontres, de projets. Pour donner du sens, il faut écouter une histoire. Je viens de tel pays, de telle famille. Il faut écouter le rêve. Je rêve que l'on va vivre comme ceci, comme cela. Les facteurs de protection sont le contraire des facteurs de risque. Il faut donc lutter contre l'isolement, contre le stress,
des femmes enceintes, par exemple. Il faut sans doute éviter les ghettos qui rassemblent les personnes précaires et les coupent de la société. À l'urgence de l'assistance sociale doit s'ajouter le contrepoint, il faut les deux, d'un accompagnement humain pour passer du côte à côte de la précarité au vivre ensemble de la citoyenneté. Les précaires ne peuvent trouver une issue à leur précarité s'ils sont maintenus en lisière d'une société qui, certes, les assiste et les protège. Alors, il est bien sûr bien d'étudier en profondeur l'organisation des 456 passes, de distinguer les passes transversales 66 et les passes dédiées 390, de conforter le modèle des passes dédiées qui induit la transformation des passes transversales vers une meilleure prise en charge des patients, de veiller à la continuité des soins, à l'accès aux soins bucco-dentaires, aux médicaments, à établir les conventions nécessaires en suivant l'évolution de la file active. Vous voyez que j'ai bien appris mes leçons. J'ajoute le calcul des MIG, des ETP, en nombre entier ou fractionné, provenant de la solidarité nationale, passant par la DGOS, transitant par les ARS, pour passer enfin dans la gouvernance de l'escarcelle hospitalière. Soit, mais au-delà. Au-delà, les PASS doivent aussi se doter d'un appui éthique qui, au-delà des statistiques, certes indispensables, au-delà de l'assistance, certes indispensable, développe une culture éthique de la précarité, débatte des situations difficiles, offre en exemple des situations de résilience, bref, donne à l'accompagnement de la précarité, au-delà des chiffres, ce dont nous avons tant besoin tous, un supplément d'âme. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Gilles. C'était passionnant. On a navigué à travers plein de valeurs, plein de principes, la solidarité, l'égalité, la dignité de tous les êtres humains. S'il y a des questions ou des témoignages, vous n'hésitez pas. En attendant que les mains se lèvent, moi, ça faisait écho, vous parliez de la complexité, de l'équilibre difficile face à ce cumul de vulnérabilité, de trouver un positionnement réfléchi, juste, en tout cas réfléchi, entre le soutien et l'empowerment, la responsabilisation des personnes accompagnées. Et ça me faisait penser à un billet éthique que vous avez écrit il y a quelques mois maintenant sur la différence entre le besoin, les attentes et les désirs. Parce que je pense que dans ce public qui est en situation de grande précarité, vulnérabilité, il est parfois difficile de cerner quels sont les besoins et quelles sont les attentes de ce public, et de ne pas forcément plaquer, nous, en tant que professionnels, ce qu'on pourrait considérer comme des besoins légitimes, mais de laisser aussi venir l'expression de ces besoins. Ça me semblerait intéressant que vous redéfinissiez un petit peu ces concepts-là, si vous voulez bien. Oui, bien sûr, ce qu'il faut réaliser, mais dans toutes les formes d'accompagnement, de toutes les vulnérabilités, nous avons vu que la précarité est une déclinaison particulière par les relations qui s'instaurent entre les personnes précaires et les personnes et la société tout entière représentée par les personnes qui les accompagnent. Mais on le voit aussi dans la prise en soin et l'accompagnement du vieillissement dans les EHPAD, c'est que nous disposons d'outils d'accompagnement. Alors ces outils d'accompagnement, bien sûr,
Ben, ce sont nos outils de soins, ce sont nos outils sociaux, toujours ces deux pôles. Et bien sûr, ils sont importants parce qu'ils constituent un mode d'entrée dans, mais ils ne peuvent pas être considérés comme exclusifs. On ne peut pas simplement se contenter de cet organisationnel, de ce formel, qui, je le répète, est indispensable, mais qui ne peut atteindre une certaine efficacité qu'en réfléchissant comment redonner sens à la vie. Et ça passe par ce qu'on peut appeler la prise en compte, mais surtout aussi le discernement des besoins, des désirs et des attentes. Et ces besoins, ces désirs et ces attentes, ben, ils demandent une écoute, mais ils demandent aussi un travail. Le discernement ne s'impose pas, car certains besoins peuvent être explicites. Alors les besoins, c'est quelque chose de fondamental, sans lequel on ne peut pas vivre. Mais il faut savoir aussi qu'on a trop souvent tendance à réduire les besoins à des besoins qui seraient collectifs et rudimentaires, la soif, la faim. Mais non, il y a chez certaines personnes des besoins de relations sociales qui sont très supérieurs même aux besoins de manger, des repas accompagnés, des repas améliorés. Non, il y a un besoin de relations, un besoin d'exister à autrui. Ça, c'est le domaine des besoins. Et puis, les désirs. Les désirs, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que tous les désirs ne correspondent pas à des besoins. Nous ne pouvons pas satisfaire tous les désirs, mais nous devons les écouter, car on ne peut pas vivre sans désirer. Le désir est ce qui propulse la vie vers l'avant. Voilà. Alors, par exemple, j'ai soif, ouais, j'ai soif, un besoin, mais je désire une menthe à l'eau. Eh oui. Alors, on peut dire que c'est un caprice. On va vous servir de l'eau un peu tiède. De toute façon, sur un plan biologique, ça fera la même chose. Ben voilà. On voit que répondre aux besoins n'est pas suffisant. Et je pense aussi que tout ceci s'applique à l'ensemble du champ de l'accompagnement. Et puis, enfin, les attentes. Les attentes, évidemment, ça, ça se discerne dans un accompagnement narratif, d'écoute. Bon, c'est-à-dire quelles sont les représentations qu'on se fait. Moi, je vous dérive comme ça. Moi, je veux, voilà, une population migrante, une population marginalisée qui dit, une personne dit, voilà, voilà l'idée que je me fais. Alors, l'écoute de ces attentes est aussi un élément très important et c'est une gradation qui, évidemment, demande du temps. C'est vrai que Descartes disait les actions de la vie ne souffrent aucun délai et nous pouvons peut-être nous laisser piéger par l'immédiat, par le juste nécessaire. Alors, l'attente, c'est cette représentation. Alors, j'ai soif. Non, je veux une menthe à l'eau. Alors, mon besoin, c'est boire, mais mon désir, c'est la menthe à l'eau. Et ma représentation, eh bien, c'est cette saveur fraîche que je vais ressentir dans ma bouche, qui va me faire un bien fou, qui va me donner une sensation de bien-être général. Voilà. Alors, c'est tout ce travail d'accompagnement qui me semble-t-il, est aujourd'hui le plus difficile, mais qui réclame, je veux dire, la descente de mesures générales à une éthique de la personne. Voilà. De quoi avez-vous besoin? Que désirez-vous? Quelles sont vos attentes? Je ne pourrai pas satisfaire à tout, mais déjà, avoir quelqu'un qui m'écoute, comme disait Jacques Lacan, c'est cela qui m'a posé comme sujet. Ce qui caractérise quelqu'un comme sujet, c'est-à-dire comme quelqu'un de digne, c'est pas qu'il puisse tellement parler, mais c'est qu'il puisse surtout avoir quelqu'un pour l'écouter. Ce n'est pas la réponse qui compte dans l'accompagnement, c'est l'écoute. Et donc la prise en considération. Et le respect, c'est ça. C'est s'arrêter pour écouter. Le vrai sens du mot respect. Est-ce qu'il y a des personnes... Christophe, la Gabrielle. Rima, je te laisse ouvrir le micro et la caméra. Normalement, tout est bon.
Christophe, il faut que tu ouvres également de ton côté. Il faut réactiver votre micro, docteur. Et votre caméra, si vous voulez. Ouais, il faut que manuellement… Voilà, là, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, Christophe Lagabriel de l'Observatoire. Bonjour, monsieur Vraiment, Lagabriel. monsieur Gilles, merci beaucoup de votre très, très belle conférence, là, que j'ai vraiment beaucoup appréciée et qui articule vraiment les fragilités structurelles de la vie et les nécessités de la société d'apporter des moyens structurels pour venir corriger et au moins garantir les inégalités d'accès à tous les moyens de corriger ces fragilités. C'était vraiment très, très intéressant, avec beaucoup d'autres exemples aussi, et points abordés intéressants. Juste une remarque un peu polémique, mais qui c'est pour nourrir le débat, c'est pas pour venir contester. C'est finalement, vous dites il faut un appui éthique pour penser nos questions et nos accompagnements de ces personnes en situation de précarité, je suis tout à fait d'accord. Et vous dites il faudrait une culture éthique de la précarité. Alors c'est vraiment c'est pour vous faire rebondir, c'est pas pour vous critiquer. Est-ce que c'est pas un peu enfermant de dire une culture éthique de la précarité? Est-ce qu'il faudrait pas être plus large et dire une culture éthique du vivre ensemble, comme vous dites, passer du côte à côte de la précarité au vivre ensemble? Est-ce que ça ne serait pas un peu enfermant? Voilà, enfin, c'est pour vous permettre de rebondir. Merci encore beaucoup pour votre intervention. Oui, bien sûr, je pense que ce que vous dites et ce que j'ai dit sont tout à fait complémentaires. Non, je n'ai pas l'impression que l'éthique puisse enfermer, puisque de toute façon, quand on dit éthique de la précarité, c'est vrai qu'on a une visée, quoi, hein. On a une visée, c'est un partage, c'est le discernement d'une vulnérabilité particulière qui ne prend sens, bien sûr, que si elle s'ouvre à l'ensemble de ce qui signifie le mot éthique, c'est-à-dire manière d'être, hein, manière d'être ensemble, manière d'être avec. Et moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec votre remarque. Je suis résolument pour une éthique qui discerne, mais pour une éthique qui ne soit pas même la propriété de quelques-uns. Je pense que l'éthique est l'affaire de tous, quoi. Ça me paraît un élément très important, mais simplement, elle exige un petit arrêt sur image, quoi, un débat. Parlons-en, quoi. Examinons ce qui se joue. Quittons aussi les procédures générales pour l'éthique, une visée de la personne qui constitue le lieu d'aboutissement final. Le lieu d'aboutissement final, ça n'est pas un groupe, c'est toujours une personne. Quand on parle de précarité en général, il y a, vous le savez mieux que moi, bien sûr, un nombre innombrable de situations, donc de personnes qui se jouent de manière dramatique au sens d'une action, quoi. Et donc finalement, oui, l'éthique, elle aboutit toujours à ce qu'ils disait Paul Ricoeur, la visée d'une vie bonne avec et pour les autres. Voilà. Avec et pour les autres, évidemment, la maladie, la vieillesse, l'éthique du vieillissement, c'est la même chose, elle ne peut pas être enfermante, elle n'a de sens que parce qu'elle débouche sur cet avec et pour les autres qui constitue son lieu, son estuaire en quelque sorte. Et Paul Ricoeur ajoutait dans des institutions justes, c'est ce qu'elle s'efforce de faire. Mais on sent qu'il y a toujours dans l'éthique cette triple action, le jeu, hein, voilà, la visée de ceci, avec et pour les autres, le tu, dans des instances justes, ben, le il, et dont nous faisons aussi partie. Mais je pense que nous sommes entièrement d'accord sur le fond. Donc concrètement,
pour faire vivre cette culture éthique, qu'est-ce qu'on peut dire? Promouvoir bien évidemment la collégialité, le partage, les échanges, la pluridisciplinarité, au-delà au-delà même des secteurs d'intervention de chaque, professionnel. Oui, alors, je ne donnerai pas de recette particulière, mais je pense aussi que dans les échanges avec les missions importantes qui sont celles des permanences d'accès aux soins, euh, euh, peut-être aussi que un temps doit être réservé au débat collégial, enfin au débat multidisciplinaire, quand je dis collégial, en commun, autour de cas particuliers, parce que la vie est nourrie de ça, quoi. Il y a toujours deux courants, hein. Un courant descendant, top-down, nous nous organisons, nous prenons des mesures, nous faisons ceci, et il y a ce courant bottom-up qui paraît, parce que ces cas, ce qu'on appelle en éthique la casuistique, qui nous ont interpellés, difficiles, etc., peuvent du coup féconder d'autres réflexions sur d'autres cas. Voilà, c'est une idée comme ça, mais c'est pour bien montrer que, euh, je veux dire, c'est pas les pauvres qui comptent, mais les pauvres précaires. D'abord, tous les pauvres ne sont pas précaires. C'est pas les migrants qui comptent, mais c'est pas les chômeurs qui comptent, mais c'est finalement telle ou telle personne avec telle ou telle famille et où précisément on a rencontré des difficultés. Ça n'a pas été simple en dépit de l'assistance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Parce qu'il se joue effectivement, euh, il se joue des drames au sens étymologique du terme, c'est-à-dire des actions qui se jouent. Il se joue aussi des souffrances, mais il peut aussi se nouer des espérances. Voilà, je crois qu'il y a un emboîtement à faire toujours entre la structure et ce qu'elle vit au quotidien, dans le quotidien des actions de chacun des intervenants, pour que il puisse y avoir précisément ce partage, cet arrêt qui, à mon avis, sur une situation, une personne, la plus belle considération dont on peut faire preuve à l'égard des autres. Voilà. Euh, Parce que toute personne est un événement unique dans l'histoire du monde. Voilà. C'est un peu la conception kantienne de la personne, et que finalement, voir pourquoi c'est difficile, voir pourquoi on ne sait pas comment faire, voir pourquoi, malgré tous les efforts, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que ça résoudra les choses, mais ça permet des prises de conscience, parfois insatisfaisantes, mais l'éthique, c'est aussi ça. C'est avoir conscience de nos limites, laisser une certaine angoisse, pas une angoisse paralysante, mais cette angoisse réelle dont parlait Freud. Voilà, une angoisse qui est plus un affect mobilisateur, mais qui ne peut s'éprouver, me semble-t-il, qu'au contact de l'autre, avec un nom, avec une famille ou la quête d'une famille. Enfin. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Alors, monsieur ou madame Martin Noël, Rima, si tu peux ouvrir. Voilà. Vous devez faire la manip de prendre également la main en ouvrant micro et caméra, s'il vous plaît. Okay. Oui, j'avais posé cette question parce qu'en fin de carrière, je suis dans le monde médical, rural, je me pose la question, bien sûr, toutes ces valeurs de générosité, d'attention à l'autre, bon, se développent, ça se traduit par plein de réponses institutionnelles, mais ce que je remarque, et puis bien sûr, il n'y a pas de solution miracle, c'est comment identifier les vraies personnes, la vulnérabilité et avoir une certaine cohérence sur la durée de toutes ces actions généreuses qui sont autour, tout en respectant bien sûr l'individu et sa liberté.
je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie qui se dilue parce que sur un territoire donné où on se connaît, hein, dans le milieu rural, on s'aperçoit qu'il n'y a que ceux qui piaillent qui ont une réponse, mais comment va-t-on vers les autres et quel droit a-t-on, à quelles limites on doit s'imposer pour aller vers les autres? Oui, vous soulevez une question importante, quoi, hein. Il ne faut pas non plus faire du don quichotisme, se battre contre des moulins à vent. C'est vrai que ce mot de dilution que vous utilisez me semble bien choisi, quoi. Alors, bon, alors quelques réflexions juste comme ça, mais à chaud, peut-être très incomplètes, hein, vous pardonnerez, mais c'est vrai, et on le voit bien dans le monde rural, vous évoquez les médecins ruraux que je connais bien, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, puisque c'est qu'on n'en finit pas, quoi. Voilà. C'est-à-dire que comment faire en fait pour s'occuper de tous et que finalement on opère des choix. Voilà. Ben, des choix qui sont des choix de rencontre, qui sont pas des choix, j'allais dire parfois pensés, qui sont voilà. Bon, ça, c'est la prise de conscience de nos limites. C'est vrai que c'est un élément important. Le deuxième point, c'est que je crois que nous sommes dans une société qui est vraiment passée à l'organisationnel très structuré, et je peux le comprendre, mais où on voit les notions prédominantes de moyens, de ressources. Et on le voit dans tous les domaines, hein, mais dans le domaine de la santé, de la précarité, de la vieillesse, par exemple, quand on entend dire le vieillissement coûte à la société, on ne peut pas faire de la vieillesse parce que ça coûte. J'ai encore entendu hier, les mutuelles vont augmenter de 6% à l'égard des vieux. Ce sont des discours terrifiants dans la mesure où les vieux rapportent à la société. Imaginez que demain on guérisse Alzheimer, tous les EHPAD ferment, des centaines de milliers de personnes à la rue, sans emploi. La silver economy, c'est des milliards par année. Bon, l'argent des vieux est injecté, elle conduit à des emplois, des constructions, etc. Nous vivons dans une société qui déjà n'a pas un vrai regard de solidarité. C'est une société financière, comptable. Et j'avoue que quand on voit qu'il est question que de MI, que de TP, qui sont gouvernés là dans une escarcelle où on va essayer de voir, hein, bon, etc. C'est bien, il le faut, d'accord. Mais si nous ne quittons pas cette vision, nous ne nous en sortirons pas. Là, il y a une réflexion à faire aussi pour la fluidité déjà des moyens. Quelque chose de plus souple, qui ne soit pas enfermé dans des pouvoirs absolus qui après mettent des dépenses et des recettes incontestables. Bon, ça c'est un. Il y a un troisième point qui me paraît aussi très important, c'est le recours au bénévolat. Je pense que dans le domaine de la précarité, il y a là un champ. On a connu avant les passes l'époque où c'était le bénévolat qui organisait cela, qui a tout à coup sorti de l'épreuve. Moi, je l'ai connu à cette époque, avec de grandes associations, bon, peu importe, Médecins du Monde, etc. Bon, voilà. Et je pense que, mais si vous voulez, nous avons une société qui, là, cultive le travail comme un pallium, hein, sans penser que le travail peut donner sens à la vie, et qui en même temps n'utilise pas ces ressources. On l'a vu pendant la pandémie quand même. Les bénévoles formés de France Alzheimer ne pouvaient pas rentrer dans les EHPAD, alors que les personnels d'EHPAD, les pauvres, étaient surchargés. Certains étaient malades, ils en pouvaient. Eh ben non, c'est pas possible. Voilà, je pense que nous ne puisons pas nous-mêmes. C'est une société qui est infirme de ses propres capacités. Et je pense qu'évidemment, si on savait mêler quelque chose d'oxygéné entre l'organisationnel, qui est très important, bien sûr, je l'ai dit 1000 fois, et Dieu sait si le travail fait est magnifique, et aussi
cette ouverture, cette oxygénation. On n'en se sortira pas, parce que aujourd'hui, même quand on parle d'éthique, on vous avance des ETP, quoi. Hein. On vous dit, il vous faut ça, il vous faut ça. Oui, il y a aussi du bénévolat possible, il y a aussi des choses. Il y a aussi des personnes qui, bon, on les voit dans des tas de conseils, de surveillance, d'administration. Bon, donc, un bénévolat formé, bien entendu, où là, il y aurait une responsabilité nouvelle. Et du coup, qui me semblerait, sous l'égide de l'organisation, effectivement, pour que ce soit structuré, mais qui puisse donner de la respiration et s'aider un peu les uns les autres. Mais c'est vrai que vous avez raison, je dirais banalement, la tâche est immense, mais les ouvriers sont peu nombreux. Oui, voilà. Nous ne pourrons jamais tout faire. C'est pour cette raison que l'assistance a aussi du sens. C'est qu'elle permet au moins de répondre à des situations d'urgence. Comme ça. Mais nous savons aussi qu'il faut aller faire autre chose, peut-être au début, comme le sel dans la terre, marginalement, quelques semences comme ça, en se disant que ce sera toujours imparfait et incomplet, mais c'est se mettre en route, me semble-t-il, dans cette direction, qui compte dans une société que nous connaissons bien, elle est consumériste, c'est tout à fait clair, elle est à distance de ce regard. Mais il faut aussi changer, essayer peu à peu de changer ce regard, humblement et sans illusion. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Gilles. Je pense qu'on pourrait vous écouter pendant des heures. S'il n'y a pas d'autres interventions, on va clôturer cette séance. Je vous remercie encore 1000 fois au nom de l'O3PNA et puis bonne fête de fin d'année à tous, belle fin d'année à tous et puis on se retrouve l'année prochaine. Merci pour votre écoute. Au revoir, à bientôt. Bonne Au fête de fin revoir. d'année. Merci.